commentaires se rapportant à l'actualité concernant les crypto-monnaies, enregistrement produit lors du 15 octobre de l'année 2025. En fait, il y a quelques jours, il s'est déroulé un moment historique dans le domaine de l'investissement en crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'il y a eu un crash qui a eu cours vendredi passé, 10 octobre 2025, où environ 19 milliards de dollars ont été liquidés sur le marché. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, notamment des personnes qui avaient pris des effets de levier par rapport à des petites crypto-monnaies, chose que je trouve extrêmement imprudent. Personnellement, j'utilise des effets de levier en relation notamment par rapport au Bitcoin, Ethereum, puis potentiellement Solana ou par rapport au Nasdaq 100, mais je ne le fais pas par rapport à des petites crypto-monnaies. Pourquoi? Ben, le risque est évident qu'à un moment donné, il y ait des baisses majeures, puis comme c'est des crypto-monnaies qui sont plus volatiles en lien avec leur capitalisation, qu'à un moment donné, ben, des positions se fassent liquider carrément. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben là, je regarde qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Le marché a resté plus bas qu'il l'était avant cette journée-là, que ce soit par rapport à des grosses crypto-monnaies sur lesquelles je concentre mon attention. En fait, qu'est-ce qui s'est passé le 10 octobre? Avant que j'aille voir des graphiques se rapportant à des crypto-monnaies, Donald Trump frappe la Chine de tarifs supplémentaires de 100% et des restrictions à l'exportation. Donc ça, c'était la nouvelle du 10 octobre. Donc là, c'est la nouvelle de TVA qui commente l'événement. Il a fait un tweet là, où ce qui menace des tarifs de 100% qui se rajouteraient à ceux déjà en vigueur à partir du 1er novembre ou avant. Fait que là, il fait une menace à la Chine. Puis là, les gens ont capoté sur les marchés. Ça a été la même chose pour le Nasdaq 100 en fin de journée, vendredi, quand il a fait sa nouvelle. Et oui, en 2025, le président des États-Unis, le simple fait d'envoyer un message peut avoir des conséquences quand même importantes. En bas de l'enregistrement, je vous partagerai les références auxquelles je fais allusion. Asher, comme à l'habitude, a fait une très belle vidéo pour commenter en détail qu'est-ce qui s'est passé le 10 octobre. Il fait des très belles analyses par rapport au volet macroéconomique, les implications dans le domaine de la marché de la crypto-monnaie. Parce que l'un des facteurs qui a pu servir de mettre le feu un peu à la vague de liquidation, c'est la nouvelle de Trump, mais il y a d'autres choses aussi là, par rapport à ça. Mais le point, moi, par rapport à Donald Trump qui menace des tarifs supplémentaires de 100% sur la Chine, ça me fait rire. Pourquoi? Ben, je ne le crois pas. Dans le passé, il avait déjà menacé la Chine de tarifs de 148%. Ça ne s'est pas réalisé. Ce gars-là, il fait des grosses menaces. Mais si vous arrêtez un peu à ce qu'il dit, là, OK? Là, on est au mois d'octobre, là, tranquillement, au mois de novembre, décembre, les gens vont acheter des cadeaux pour le temps des fêtes. Imaginez quelqu'un qui va acheter un téléphone intelligent, type Apple, qui vaut environ 1000$. Bon, ben, avec des tarifs supplémentaires de 100%, ça veut dire que le téléphone, il vaudrait 2000$. Si c'était un téléphone qui est importé de la Chine, là, naturellement. Donc, les gens vont capoter. Si ça s'actualise pour le vrai, les tarifs de 100%, alors que sur la Chine, alors que les Américains, ce sont des gros consommateurs de produits qui viennent de la Chine. Les gens, la population, ils ne seront pas contents. Ça va leur coûter en tout cas plus cher pour leur cadeau du temps des fêtes. Donc, non, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai l'impression que c'est encore une menace en l'air qui ne va pas se concrétiser. Donc, tu sais, c'est comme, c'est tellement gros que l'enflure médiatique, il dit, juste regarder ici, cela pourrait amener certains droits de douane à 150%, voire 200% selon le secteur qui pourrait dans certains cas encore s'ajouter au taux préexistant au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Là, c'est comme, j'ai l'impression que Donald Trump, parce qu'il a fait de l'animation pour la série télévision là, The Apprentice, puis il est dans une optique d'enflure médiatique, d'avoir l'attention pour dire des choses d'une manière spectaculaire.
Moi, je regarde ça, je ris, mais les gens qui ont perdu, qui sont fait liquider dans le domaine de la crypto, entre autres, ils rient moins. Mais pendant ce temps-là, naturellement, les gens dans le domaine de l'investissement par rapport à l'or, eux autres, ça va bien leurs affaires. Ben, moi-même, je m'inclus là-dedans là, parce que j'investis en or là, depuis un bon bout de temps. L'once d'or est rendu à 4212 dollars américains. Et avec l'injection massive, quand on va voir par rapport dans le fond, aux liquidités mondiales M2, qui inonde le marché, la Banque des États-Unis, la Fédérale Réserve, puis la Chine. Mais qu'est-ce qui se passe quand on regarde les M2, Money Supply? Regardez, la courbe, elle monte. Puis la prédiction que je vous fais, parce qu'il y a toujours un décalage d'à peu près 3 mois, on voit qu'au mois de septembre, on a un sommet historique. Mais qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines? Ben, le marché va probablement reprendre, puis on va connaître un sommet historique. Des records jamais atteints par rapport à l'or, par rapport au Bitcoin, puis par rapport probablement au Nasdaq 100. Quoique le Nasdaq 100, c'est un autre sujet, parce que là, il y a une bulle que il y a plusieurs spécialistes sont en train de parler liée à l'intelligence artificielle là, qui semble être présent. Donc, qui amène une surévaluation, mais si la tendance se maintient, avec certitude, pour ce qui est de l'or, j'ai l'impression qu'il va continuer de monter. Pour ce qui est de Bitcoin, il est réglé par un cycle. Puis là, on est au 15 octobre. J'ai l'impression que probablement que dans le coin du mois de novembre, là, il y aura probablement son plus haut sommet, puis après ça, ça va tomber plus tranquille. L'histoire du super cycle de Bitcoin qui va, dans le fond, perdurer en dépit du cycle habituel de 4 ans, en lien avec l'entrée des institutions dans le marché qui achètent du Bitcoin régulièrement là, pour générer des ETF, des fonds négociés en bourse à partir de ça, puis permettre à des particuliers d'investir dans le Bitcoin là, avec eux comme intermédiaire. C'est un autre sujet. Mais bref, quand je regarde ici, le Money Supply, au mois de juillet, il y avait eu comme un sommet historique, 23 juillet. Après ça, ça a baissé un peu, puis après ça, ça reprend. Fait que moi la bourse, là, d'ailleurs, je vais être bien honnête avec vous, par rapport au Bitcoin, j'ai été chanceux parce que il y a toujours un volet chance là-dedans. Le lundi passé, le 6 octobre 2025, j'ai pu liquider l'essentiel de ma position liée au Bitcoin par rapport des fonds négociés en bourse que j'avais pris au mois de novembre et de décembre à 125 000 US. C'était la valeur. Donc, j'ai pu liquider ça avec un profit d'à peu près 50%. J'étais très content. Par contre, j'avais l'impression que ça allait continuer à monter, mais en même temps, sachant que 125 000 c'est un seuil psychologique, c'est comme 100 000, c'est un chiffron, hein, 75 000, des seuils psychologiques. Je me doutais qu'elle allait avoir par la suite une vague de liquidation, puis mon objectif, c'était de liquider pour ensuite, parce qu'il y a d'autres personnes qui allaient liquider dans les jours les heures et les jours qui allaient suivre, chose qui est arrivée, pour ensuite potentiellement racheter la correction. Chose que j'ai faite dans le fond hier. Hier, un Bitcoin à 111 000 US, sachant que probablement dans les prochaines semaines, j'en ai pas pour beaucoup, là, je surveille attentivement, on s'entend, là, donc d'ici la fin du mois octobre, peut-être début novembre, quand je vais avoir une zone de profit intéressante, peut-être dans le coin de 125 000 US de nouveau, j'ai l'intention de revendre. Mais quand même, j'avais pris du Bitcoin alors qu'il valait environ 80 000 US. J'ai vendu à 125 000 US par rapport au Bitcoin. En lien avec les fonds négociés en bourse, je n'ai pas acheté 80 000 de Bitcoin en tant que tel. J'ai pris des fonds négociés en bourse qui valent habituellement c'est 30 ou 40 par part, mais ça réplique la valeur du Bitcoin là, essentiellement, pas à 100%. Parce qu'il y a un volet subjectif des gens qui les achètent et qui les vendent, mais ça va vraiment dans le même sens. Habituellement, quand le Bitcoin monte, ça monte et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai fait, je suis content parce que j'ai liquidé avant le crash de vendredi passé, où il a tombé plus bas le Bitcoin, donc le 10 octobre. Puis là, ça s'est mis à descendre en malade. Puis
j'ai racheté à 111 000 parce que j'ai l'impression qu'il reste encore un peu du temps par rapport au cycle du Bitcoin pour remonter. Puis probablement, comme je le dis, à fin octobre, début novembre, je vais liquider ça. Puis je vais aller chercher un profit. Mais là, j'ai pas mis autant d'argent que j'en avais mis là, parce que je sais qu'il y a un facteur de risque, puis on est en fin de cycle. Mais c'est là que aussi il peut y avoir une opportunité d'une peut-être une dernière hausse significative, voire même atteindre un sommet jamais égalé par rapport au Bitcoin. Donc ça, c'est le volet plus spécificatif de mon investissement. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, puis je ne vous dis pas quoi faire. Je parle de ça à des fins d'études. Tandis que le volet plus conservateur de mon portefeuille, ben, j'investis dans l'or. Puis j'investis notamment dans l'or avec effet de levier en fonds négociés en bourse avec de ProShares Ultra Gold. Donc les lettres du code, c'est UGLETF, ETF pour fonds négociés en bourse. Puis si vous regardez ici, ben, sur un an, ça fait du 122%. Puis c'est pas fini. Parce que ça monte encore. Il y en a qui parlent que l'or va probablement monter l'once à 20 000 US. On verra bien. Là, il a passé le cadre du 4 000 US il y a quelques jours. Puis j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une montée. Le Bitcoin, c'est plus pour les sensations fortes, les émotions, l'aspect spectaculaire. L'or monte quasiment en ligne droite. Des fois, il y a des petites corrections, mais mineures. On voit vraiment un mouvement vers le haut. C'est sûr qu'en lien avec ça, c'est pas étranger à des phénomènes, comme tantôt que je l'expliquais, money supply, ben les gens, il y a plus d'argent injecté dans le système, la monnaie se dévalue. On peut le voir avec ici le DXY. Donc DXY, c'est dans le fond la situation du dollar américain par rapport à la force d'un panier de major currency, c'est-à-dire des principales monnaies par rapport à la situation du dollar américain. Bon, ben Trump, qui voulait, de ce que j'avais compris, rendre le dollar américain plus faible pour favoriser l'exportation des États-Unis, a atteint très bien son objectif. Ici, vous voyez, il était à 108, puis là, on tombe à 96. À 98. Ben, 108 à 98, ça s'est dévalué d'à peu près de 10% la valeur du dollar américain. Depuis le début de l'année. C'est vraiment énorme. Puis pendant ce temps-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est parce que ça prend plus de dollars américains pour acheter de l'or ou du Bitcoin ou d'autres éléments qui servent à protéger la valeur du capital. Moi, dans le fond, par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est que ce qui peut être intéressant d'étudier, vous aurez la vidéo en bas, c'est le phénomène présentement par rapport en lien avec le dollar américain. Les États-Unis, dans le fond, ce qu'ils cherchent à faire, c'est par rapport à leur dette colossale, hein, au-dessus de 37 milliards de dollars. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre la dette en stable coins. Ils ont fait une entente là, de Genius Act il y a quelques semaines par rapport à ça. Par rapport à la vidéo, pour expliquer toutes les technicalités de tout ça, je vous propose d'écouter cette dernière, donc d'Éric Larchevêque, comment les stablecoins financent l'Amérique. Autrement dit, les bons du Trésor sont achetés par une compagnie qui s'appelle Circle, qui va créer du USDC. Du USDC, c'est quoi? C'est des stablecoins. C'est des jetons numériques qui visent à répliquer la valeur du dollar américain. Donc, il y a des gens de d'autres pays. La personne peut être, par exemple, au Nicaragua, elle peut être en Chine, puis elle peut, sur Internet, se procurer des stablecoins qui reproduisent la valeur du dollar américain pour procéder à des transactions en dollars américains. Par rapport à ça, présentement, j'ai reçu de la part de Coinbase, parce que j'utilise la plateforme, entre autres, de transactions de crypto-monnaie Coinbase, où j'ai un compte actif. Cette offre incroyable où je peux avoir jusqu'à 4,5% dans le fond de USDC, donc de stablecoins de jetons stables qui visent à répliquer la valeur du dollar américain.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une offre intéressante dans le sens que par rapport à un compte courant, une caisse populaire ou à une banque, on n'aura pas tout simplement en ayant de l'argent dans ce compte-là, habituellement ce taux d'intérêt-là par défaut par rapport à un compte comptant. Donc, dans ce sens-là, c'est intéressant. Par contre, il faut toujours avoir en tête que stablecoins, ils visent à répliquer la valeur du dollar américain. Or, quand on va voir le DXY, par rapport à la valeur du dollar américain, elle décroît. Fait que si on est intelligent et on calcule un peu, si le dollar américain diminue pour favoriser entre autres l'exportation, mais aussi par rapport au fait que le marché est inondé de dollars américains, avec le M2, masse monétaire mondiale, qui diminue la valeur au fil du temps, puis à mesure que les États-Unis s'endettent, bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au niveau du DXY, on a une baisse de 10% de la valeur américaine, quand même qu'on me donne 4,5% de rendement sur un an pour détenir du USDC qui est comptabilisé puis actualisé à chaque jour en proportion, donc un pourcentage de 4,5% qui apparaît là, par magie. Parce que dans le fond, les stablecoins servent à supporter en crypto-monnaie la dette des États-Unis et les bons du Trésor. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, si il y a une dévaluation de 10% du dollar américain à peu près en un an, puis on te donne un taux d'intérêt de 4,5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'appauvris avec ça parce que il faudrait que tu aies au moins 10% pour conserver ta valeur. Puis la dévaluation du dollar américain, mes chers amis, c'est pas fini. Parce que, dans le fond, malheureusement, ça, c'est pas moi qui gère les États-Unis, mais Trump, dans le fond, bon, on a plusieurs visions de Trump, là. Je peux laisser de la chance au coureur pendant un certain nombre de semaines et de mois, mais je trouve que ce qu'il fait comme action n'a pas libéré à l'heure actuelle les États-Unis du problème d'endettement. Elon Musk a voulu mettre en place le Dodge pour rendre les États-Unis plus efficaces, liquider la dette. Résultat, il s'est fait remercier. Il n'a pas pu accomplir tout ce qu'il voulait pour réduire l'endettement des États-Unis. Donc, le grand ménage n'a pas été fait. Et j'ai l'impression que le grand ménage ne se fera pas. Ce qui fait que les États-Unis vont continuer à s'enliser dans la dette. Puis probablement dans les prochains mois, prochaines années, ben, le dollar américain va continuer de monter. Tout simplement. Donc, c'est une bonne façon de se protéger contre l'inflation, mais aussi le Bitcoin. Moi, j'ai l'intention d'en acheter dans une optique maximaliste, c'est-à-dire concentrer mon investissement, ben, pas juste là-dessus, c'est pas vrai. Mais je vais être plus précis dans ce que je veux dire. C'est que probablement à partir d'octobre 2026 jusqu'à octobre à peu près 2027, ça va durer à peu près un an, on va être au plus bas par rapport au Bitcoin en termes de prix plancher avant qu'il y ait un cycle haussier. Puis là, j'ai l'intention de faire des réserves de Bitcoin là, intensément. Là, le timing présentement, ben, on ne le sait pas vraiment. Là, il est à 111 000. Est-ce que le prix plancher dans quelques mois, ça va être 70 000, 60 000 US, 80 000, je ne sais pas. On verra bien. Il va probablement baisser, mais d'ici là, il y aura peut-être un petit feu d'artifice final, c'est-à-dire qu'il va peut-être réaugmenter à 125 000, voire 130 000 US dans les prochaines semaines. Puis par la suite, c'est quoi que je voulais dire aussi? J'ai ouvert plusieurs cadrans. Bon, ben le Nasdaq, c'est sûr qu'avec qu'est-ce qui s'est passé vendredi passé, ça a créé un crash le 10 octobre. Mais le Nasdaq, il était en situation, pour beaucoup des titres qu'il compose technologiques, en surévaluation. Là. En quelques semaines, il est passé de record historique à 24 000 US. Il est monté à 24 000 à peu près le 12 septembre. Puis ensuite, il monte à 25 000 points pour le 8 octobre. Fait que vous voyez, une partie du mois de septembre au mois d'octobre, il augmente de 1000 points comme ça. Voyons, non, ça ne peut pas monter aussi rapidement et puis éternellement. Là, il était à 17 000 points au mois d'avril. Fait qu'il a fait une renommée considérable, mais en fait, derrière ça, il y a plusieurs facteurs, dont la baisse du taux d'intérêt qui s'est concrétisée au mois de septembre. Les gens étaient euphoriques par la suite, comme je l'avais prévu. Naturellement, au niveau de mon day trading, j'avais
pris le TQQ, qui est un fonds négocié en bourse avec effet de levier qui amplifie de 3 fois les performances du Nasdaq. Je me doutais qu'en baissant le taux d'intérêt, puis la conjoncture avec l'injection massive d'argent avec le M2 Supply, que ça allait monter. Puis ça a monté. Ben oui. Là, je me suis sorti de ça, j'ai empoché profit. Par la suite, là, je vais probablement... Avant de revenir avec effet de levier, je vais attendre de voir qu'est-ce qui va arriver là, par rapport à notre drame que Trump nous crée encore une fois. Il crée un drame avec la Chine. Ah! Je caricature là, parce que c'est des mélodrames. C'est bon pour les codes d'écoute de TVA en passant. Voir qu'est-ce qui va arriver. Mais si le taux d'intérêt de Jérôme Powell il rebaisse ça au mois d'octobre, bon, probablement que le Nasdaq 100, le Bitcoin, tout ça, toute la gang là, vont se mettre en montée. Ethereum, ben, récemment, avec la baisse qui a eu cours le 10 octobre, j'ai décidé, ben, j'en avais de l'Ethereum en fonds négocié avec option, fonds négocié en bourse, pardon, je vais être clair, hein? J'ai décidé d'en reprendre. Et puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quelqu'un peut prendre un fonds négocié en bourse qui réplique, par exemple, la valeur du Bitcoin, chose que j'ai faite, mais quelqu'un qui est audacieux, il peut prendre un effet de levier de 1,25%. Avec, ici, on a Elbit, ça c'est en dollars canadiens d'Evolve, ça j'en ai pris récemment. Quand il est tombé à 111 000 hier, ben, il était à 111 000 hier suite à la baisse de vendredi passé. J'en ai pris par rapport à Elbit parce que j'ai l'impression qu'il va augmenter encore pour prendre davantage les hausses dans les prochains jours. Quelqu'un qui est un peu plus audacieux, ben, 2 fois Bitcoin avec BITX, mais lui, il est en dollars US, tandis que l'Elbit est en dollars canadiens. Fait que là, ça amplifie 2 fois les hausses du Bitcoin. Fait que c'est sûr que sur un an, ça peut être quand même intéressant à voir. Mais c'est sûr que c'est plus les montagnes russes, là, ça amplifie les mouvements. Sinon, c'est quoi les autres choses que j'avais à dire? Ok, oui, ben on peut aller voir l'indicateur Fear and Greed. Là, pour le marché, il est à 30. Fait que là, les gens ils ont peur présentement. Le domaine crypto, il est à 34. Les gens ont peur. Puis Trump, il fait peur que la menace des tarifs. Ouais, mais moi, j'ai saturé de ça. C'est un peu comme un virus que je t'ai immunisé, puis je le crois pas. Honnêtement, j'aimerais ça me tromper, mais j'ai l'impression que c'est pas vrai qu'il va y avoir des tarifs de 100% sur les importations de la Chine dans les prochains jours. Là. Honnêtement, là, je le crois pas du tout. En tout cas, il y a des gens qui vont crier aux États-Unis. Ça se concrétise pour le vrai, chose que je ne crois pas. Mais en fait, premièrement, si c'est implanté, ils vont utiliser des réserves. Ils ont peut-être déjà des réserves par rapport à des articles de consommation chinois pour un mois et demi dans des conteneurs. Fait que là, il faut qu'ils vont épuiser, ils vont vider ça, puis après ça, les autres articles vont coûter beaucoup plus cher, 2 fois plus cher en théorie. Mais je pense que d'ici que ça rentre en fonction, cette mesure-là, donc on parle de novembre, puis un mois et demi, ça nous met... il y a le mois de novembre au complet qui est passé, donc au milieu du mois de décembre. Mais on verra. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Tout ça pour vous dire, ben, écoutez, par rapport à tout ce que j'ai fait référence, vous avez envie de comprendre, parce qu'on se dirige vers ça, hein, l'heure de la monnaie digitale, les stablecoins, ben, c'est de comprendre que là, c'est très populaire ce type de produit-là. Puis les gens trouvent ça intéressant. Tu sais, quelqu'un, au lieu d'avoir un compte puis avoir du 0,015% ou des chiffres ridicules d'intérêt par année dans un compte courant, là, la personne a des montants plus intéressants à première vue, mais c'est par rapport à de la monnaie qui se dévalue. Puis lui, ben, c'est sûr que Éric Larchevêque, il investit dans le Bitcoin. Parce que ça ne se dévalue pas la différence des stablecoins qui suivent la dévaluation du dollar américain. Donc, moi, les stablecoins, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est investir dans Bitcoin, Nasdaq 100, Ethereum aussi.
Puis ma conviction, on va voir ça se concrétiser. Bon, Ethereum, au moment où on se parle, est à 3971 $, mais j'ai l'impression que d'ici à peu près un mois, il va au moins augmenter à 4500, voire 5000 US. Puis j'ai pris de l'effet de levier dessus, x2. On va voir si ça va se réaliser ou pas. J'ai pas l'impression que je vais être défoncé, mais on va voir. Ça fait partie. Mais ça, c'est à petite échelle par rapport à mon argent. Je ne mets pas essentiellement là-dessus, là, on s'entend. Je vais mettre plus d'argent d'une manière significative dans mon portefeuille par rapport à l'or. Il y a la conviction que ça va continuer à augmenter. On verra bien qu'est-ce qui va arriver les prochains jours, mais dans le pire des cas, si on la regarde l'or sur le plan historique, je ne suis vraiment pas inquiet. Si vous regardez, il y a des périodes, oui, il y a des montées paraboliques. Après ça, ça remet à baisser, ça stabilise, puis ça se remet à monter parabolique. Puis là, vous voyez que celle-là qu'on vit là, présentement est malade. Est importante, là, tu sais, en mai 2024, 1937, puis là, ça monte à 4211. Presque un an et demi après, ça monte, on dirige vers le ciel, c'est incroyable. Mais oui, mais c'est parce que pendant ce temps-là, les États, que ce soit le Canada, les États-Unis s'endettent massivement, puis ils sont prêts à payer des intérêts sur des intérêts, ça devient incroyable. Là, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu prendre l'état de la dette des États-Unis puis mettre ça en parallèle avec l'augmentation de la valeur de l'or. Bien, plus que la dette des États-Unis augmente, puis l'argent vaut moins, parce que l'argent est dévalué, parce qu'il est injecté massivement dans l'économie, puis plus curieusement, l'or se met à augmenter d'une manière incroyable, puis le Bitcoin, qui est une quantité limitée qui va être produite, c'est-à-dire 21 millions. C'est de comprendre les mécaniques de l'économie qui est essentiel. Parce que sans ça, on se fait dilapider son argent. Tu sais, quelqu'un qui met de l'argent dans des obligations des États-Unis qui donne, par exemple, du 4%, puis pendant ce temps-là, il va voir le DX, je vais essayer de prononcer comme il faut, hein, le DXY, pardon. Je ne le prononce pas souvent, mais je vais le voir souvent. Puis on voit une dévaluation de 10%, quand même qu'on donne du 4% ou du 4,5% de rendement pour une obligation américaine, puis Trump il trouve que le taux d'intérêt est élevé. Mais oui, mais pendant ce temps-là, si la valeur du dollar américain se dévalue de 10%, ben, la personne s'appauvrit avec ce type de produit-là. Parce qu'il faudrait que ça vale au moins 10% pour que ça soit vraiment stable. Donc, les stablecoins qui reproduisent la valeur du dollar américain, ils ne donnent pas une stabilité à long terme. La personne qui prend ça, elle voit la valeur de son actif dévaluée comme le dollar américain. C'est comme des jetons numériques qui vont tout simplement, dans le fond, traduire dans l'espace numérique la valeur du dollar américain, c'est tout. Mais c'est important de bien comprendre les règles du jeu. Donc, sur cette considération, je vais compléter cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute, comme à l'habitude. Et en bas de l'enregistrement, vous allez avoir tous les liens web auxquels je fais allusion. Et naturellement, je refais encore la mise en garde que j'ai faite précédemment. Investir comporte des risques. Ce que je dis aux gens, ben là, je partageais un peu là, ce que je fais puis mes études, mais je ne donne pas de conseils financiers. Je vais avoir ça dans la tête parce que, dans le fond, la vie, la façon qui est faite, c'est qu'il y a des gens qui exploitent le système, puis il y a des gens qui en souffrent. Leur naïveté crée beaucoup de souffrance. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent par rapport au crash. Mais le crash, en même temps, sa fonction, c'est d'épurer le marché parce qu'il y a des gens qui prennent des effets de levier, mettons, de 5 ou 10% par rapport à des cryptos. C'est sûr que c'est de se mettre dans le pétrin ou dans la marde, pour employer une belle expression québécoise. Parce que si la crypto baisse, mettons, de 50% de valeur, ou 80 ou 70%, la personne, elle perd tout. Elle est liquidée par le marché. C'est pas tenable. Moi, les effets de levier, je ne prends jamais plus que 3 fois, comme pour le Nasdaq 100, le TQQ, sachant que c'est très peu probable que la valeur du Nasdaq 100 diminue de 3 fois dans un délai rapproché. Donc,
Puis si ça arrive, ça va être intéressant parce que là, il va y avoir plein de monde qui va être dans la marde. Là. En même temps, là, ça va être plus que l'univers crypto. Là, ça va plonger toute la société américaine, entre autres, qui est beaucoup liée au Nasdaq 100 dans le pétrin. Donc, Nasdaq 100, une baisse de 3 fois, là, on ferait 24 divisé par 3. Donc, c'est-à-dire qu'on tomberait à 8000 points. On passerait à peu près de 24 000 à 8000 points, là. Je pense pas que ça arrive du jour au lendemain, ça. Puis si ça arrive comme un flash crypto intense de crash, ben ça va être encore pire que j'ai l'impression que la disparition de 19 milliards de dollars mystérieusement. Mais il faut que vous compreniez par rapport au marché, c'est qu'il y a des requins qui sont là, il y a des baleines aussi, puis il y a des gens qui ont intérêt de créer la peur pour acheter en douce, comme présentement, comme les gens ont peur présentement, comme je le disais avec l'indice de la peur, moi je vois ça comme une fenêtre d'opportunité pour entrer de manière plus agressive, sachant qu'il reste un petit peu encore de temps par rapport au cycle Bitcoin, selon mes évaluations. On va voir si je me trompe ou pas. Puis, il y a des gens qui vont avoir peur, puis là après ça, ça se peut que les money makers, c'est-à-dire les gens qui ont des montants d'argent significatifs, qui travaillent en collusion à coups de milliards, s'organisent pour laisser le marché monter, mais à leur avantage. Parce que là, les jeux sont truqués. Le terrain d'investissement en crypto, encore plus que la bourse, c'est sournois. Puis là, je pense que l'expérience de vendredi dernier, 10 octobre 2025, en est vraiment une très belle illustration. Donc, ceci dit, là, c'est vrai, je complète l'enregistrement et je vous dis à bientôt. Au revoir.